C'est l'avant-dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité. Vous qui nous recevez sur la 95.5, le www.nanafm.tg sur le bouquet Canal Plus numéro 575 ou encore sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Nous sommes le 18 juillet 2024. Je suis Norbert Douadi et Nestor Glo assure la mise en onde. Ils sont des milliers à braver déserts et mers à la recherche du bien-être. Malheureusement, peu arrivent à destination. Le problème de l'immigration clandestine prend de l'ampleur. Quelle doit être la responsabilité des États africains? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau le président du Conseil international pour l'immigration, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, à la personne de Bright Fiagan. Monsieur Bright Fiagan, bonjour. Bonjour Norbert. Merci d'avoir encore accepté une fois notre invitation. C'est un plaisir. Merci pour tout ce que vous faites pour nous et pour la population. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, Monsieur Fiagan, avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin pour votre engagement associatif et votre combat pour le bien-être des populations, la lutte contre le départ clandestin des jeunes vers l'Europe, vous avez été honoré à Nairobi. Et puis, ce trophée symbole de la force et de la détermination, illustré par un hippopotame, vous l'avez présenté aux médias. D'abord, qu'est-ce qui vous a valu ce prix? Merci beaucoup et je salue tous les auditeurs. Et il faut dire que dans la vie, des fois, vous vous engagez pour une cause et chaque jour que tu fais, vous cherchez toujours à mieux faire ce que vous faites déjà bien. Mais des fois, vous allez penser que vous n'êtes pas regardé, les gens ne vous apprécient pas. Et des fois, vous vous sentez même abattu parce que vous vous dites ce que je fais là, est-ce que c'est comme ça va continuer? Et un jour, on vous appelle comme ça. J'ai commencé, c'était en 2023, à Mankessim, au Ghana, au cours d'une conférence internationale. Nous avons rencontré certaines personnalités venues de l'Afrique. Et après, le directeur exécutif de YouBridge Kenya m'a présenté à un jury qu'il souhaite qu'il me décerne une distinction honorifique. Après ça, les investigations ont été menées auprès de certains dirigeants associatifs sur le plan national et international, sur le plan africain, notamment au Canada et aux États-Unis. Après ça, le jury a fait des investigations sur ma personne. Et ça, je le disais lors de la conférence de la presse, les médias ont joué un grand rôle. Ce n'était pas une distinction qui m'a été décernée à travers des votes, mais c'est à travers des investigations, à travers des documentations sur ce que nous faisons au niveau de la Ligue des consommateurs du Togo. Et récemment, nous avons commencé au niveau du CIE international. Il faut dire que la lutte contre l'immigration clandestine, je n'avais pas commencé en 2023, c'est-à-dire décembre 2023, et c'est le jour du lancement officiel du CIE international. J'ai commencé cette initiative depuis 2017 et nous avons réussi à décourager certains cas. Mais pour être encore plus actif, pour que ma voix porte, j'ai décidé de formaliser ce que je faisais en informel. Donc, alors, quand parle-t-on d'immigration clandestine? L'immigration clandestine, on ne peut pas parler d'immigration clandestine sans d'abord parler de ce qu'est l'immigration. L'immigration, c'est l'entrée dans un pays. Quand une personne fait son entrée dans un pays, c'est ça qu'on appelle immigration. Et l'immigration, en général, pose beaucoup de problèmes parce qu'il y a plusieurs connotations, il y a plusieurs dérivés. Par exemple, quand vous quittez le Togo pour rentrer au Ghana maintenant, en quittant le Togo, vous êtes un émigré. Maintenant, un émigré, quand vous rentrez dans le Ghana maintenant, vous devenez un émigré. C'est pourquoi les Nations Unies, pour simplifier tout, ils parlent de migration. Cependant, quelqu'un peut être migrant dans son propre pays. Quand vous quittez une région pour une autre, vous êtes un migrant, selon les Nations Unies.
Chez les Nations Unies, il y a les migrants internationaux et les migrants nationaux. Quelqu'un qui quitte le Togo pour un autre pays maintenant, les Nations Unies vont l'appeler un migrant international. Donc, l'immigration clandestine maintenant, c'est l'entrée illégale ou discrète, sans respect des règles, sans aviser les autorités compétentes d'un pays, mais vous vous glissez tranquillement et vous rentrez dans le pays. C'est ça ce que nous appelons l'immigration clandestine. Alors, quelle est la situation des Togolais qui sont embarqués dans cette aventure? Les Togolais qui sont embarqués dans cette aventure, souvent, vous savez, les migrants n'ont pas de nationalité. Quelqu'un qui est en train de migrer, quelqu'un qui est dans le processus de l'immigration clandestine n'a pas de nationalité. Vous allez au Maroc, vous allez en Tunisie, vous allez en Algérie, vous allez en Libye, vous les trouverez et vous diront qu'ils sont des migrants subsahariens. Parce que quand vous allez dire que moi je suis Togolais, on peut prendre votre identité, envoyer à l'ambassade du Togo dans la localité où vous vous trouvez pour dire que votre fils est ici, venez le chercher. Ou bien on peut vous refouler dans votre pays. Donc, ils n'aiment pas déclarer leur identité. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à destination finale, là maintenant, ils vont dire que je suis Togolais, je suis Ghanéen. Ce qui fait que actuellement, plusieurs Togolais sont au Maroc, plusieurs Togolais sont en Algérie, ils sont en Libye, ils sont, comment vous l'appelez, ils sont au Brésil, en train de tenter leur chance de rentrer dans, voilà, aux États-Unis et au Canada. Donc, ce qui fait que des fois, vous n'allez pas entendre parler des Togolais, mais ils sont là. Et leurs conditions de vie, c'est déplorable. Un migrant qui quitte son pays pour rentrer dans un autre pays, il traverse beaucoup de situations. Si nous prenons l'exemple d'un dossier que le Mali nous a confié actuellement, c'est un jeune qui a quitté ses parents depuis 2021 et clandestinement, il est arrivé en Algérie. En Algérie, maintenant, le 8 avril passé, il a informé ses parents que maman, maintenant, je vais prendre mon départ pour l'Italie. Depuis ce jour, sa maman n'a plus de ses nouvelles. Désespérée, la maman nous a contactés pour nous demander de trouver son fils pour lui. Quand le gars a quitté le Mali, il a travaillé dans certains pays, notamment à la Mauritanie. Après, il a migré dans d'autres pays où il a été torturé, où il a travaillé pendant 1 an sans salaire et il mangeait 1 fois par jour, des fois chaque 3 jours pendant qu'il travaillait. C'est ce que les migrants vivent tous les jours. Et il n'y a pas une situation d'un migrant qui est différente de l'autre. Ils vivent tous la même situation. Alors, donc, pourquoi de façon générale le phénomène prend de l'ampleur, surtout en Afrique subsaharienne? Il faut dire que l'immigration, même en général, a plusieurs causes. Plusieurs facteurs concourent à l'immigration. Nous prenons la pauvreté, les catastrophes naturelles, et le changement climatique et aussi la mauvaise gouvernance. Tous ces facteurs concourent à l'immigration. Mais l'immigration clandestine, c'est la précarité. En Afrique, nous avons un système qui ne favorise pas, qui ne tient pas compte de l'humain. Nous avons un système de gouvernance que nous devons revoir. Quel est ce système de gouvernance que nous avons et les gens, après leurs études, ne peuvent pas trouver du travail à faire? Nos parents nous ont dit, allez à l'école et vous allez trouver du travail. Nous sommes allés à l'école. Après, on revient à la maison. Nos parents ont vendu leur terrain. Ils ont vendu tout ce qu'ils ont pour nous envoyer à l'école. Mais aujourd'hui, nous sommes revenus à la maison. Nous n'avons même plus de terre à cultiver et nous sommes encore à la charge de nos parents. Après les licences, après les maîtrises, après les doctorants. Au Togo, vous avez des doctorants qui sont à la maison en train de faire des petits jobs. Ce n'est pas bien. Quel est ce système de gouvernance que nous avons? Quel est ce système éducatif que nous avons qui ne permet pas l'évolution de l'être humain? Vous prenez le simple Togolais, le même qui est en train de galérer actuellement, vous le déposez aux États-Unis, même sans diplôme. Quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'école. Après 5 ans, après 3 ans,
il revient au Togo ici, il sera un leader. Il va bien s'exprimer en anglais, il va bien développer ce qui est en lui, c'est-à-dire sa potentiel, ses compétences, il va bien le développer. Bien qu'il n'a jamais rencontré Joe Biden, il ne va jamais rencontrer aucune autorité américaine, mais il va développer son potentiel parce qu'ils ont mis en place un système qui tient compte de l'humain, qui développe l'humain. Aujourd'hui au Togo, vous avez des étudiants, c'est-à-dire des gens qui ont des compétences, mais qui sont à la maison. Ça n'arrange pas nos pays, ça n'arrange pas les pays africains, ça n'arrange pas le Togo. Parce que quand vous êtes étudiant, ce que vous payez, par exemple, ce que nos frères et sœurs paient à l'université de Lomé actuellement, vous pensez que c'est le coût réel de l'éducation? Non, l'État a subventionné cette éducation. L'État donne même des allocations aux étudiants. Ça veut dire que l'État investit dans l'éducation des Togolais. Mais si les Togolais, après avoir fini leur cursus scolaire, ne peuvent pas travailler pour développer le pays, ça pose un problème. Ça veut dire que nous faisons du gaspillage. Nous ne gérons pas bien les ressources, alors que la première ressource d'un pays, c'est sa population. Alors maintenant, vous, au niveau de votre ONG ou bien de votre structure, le Conseil international pour l'immigration, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, qu'est-ce que vous faites pour décourager ces jeunes-là? Notre rôle premier que nous jouons, c'est la sensibilisation. Nous sommes conscients, et je viens de le dire, que les jeunes, ils en ont marre de leur situation. Mais ce n'est pas pour ça que vous allez décider de perdre votre vie. Et nos gouvernants doivent comprendre ça, la communauté internationale doit comprendre ça en promouvant de nouvelles politiques immigratoires. Parce que si un jeune sait que chaque jour nous publions des éléments sur nos pages, chaque jour les journalistes que vous êtes, vous éveillez les consciences, mais les gens continuent pas à s'adonner à ces pratiques, ça veut dire qu'ils en ont marre. Quelqu'un qui est prêt à affronter la mort, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Mais nous nous sensibilisons pour dire aux gens, si vous voulez voyager, nous ne sommes pas contre l'immigration. L'immigration est une bonne chose. Aucun pays ne peut se développer sans l'immigration. Et ce n'est pas aujourd'hui, et ce n'est pas seulement en Afrique. Et vous voyez le taux de l'Afrique, on crie sur les médias, mais quand vous prenez les pays asiatiques, quand vous prenez les pays de l'Amérique du Sud et autres là, ils sont nombreux candidats à l'immigration clandestine. Ils sont nombreux qui sont en route pour l'Europe, pour le continent américain. Les Chinois, ils sont nombreux. Donc ce n'est pas une question qui concerne seulement l'Afrique, mais nous pouvons décourager ça parce que nous avons des ressources ici, nous avons des terres que nous pouvons investir dans l'agriculture qui peut aider les jeunes à ne pas prendre ces chemins. Donc nous nous sensibilisons les gens et nous disons aux gens, si vous voulez voyager, s'il vous plaît, venez nous voir. Nous allons vous dire, premièrement, le pays dans lequel vous voulez aller, est-ce que les droits de l'homme sont respectés dans ce pays? Si les droits de l'homme sont respectés, maintenant, quel moyen pour arriver? C'est pourquoi nous avons toujours dit, ceux qui maîtrisent les lois de l'immigration saine et responsable, de nous contacter, de venir nous voir et nous proposer leurs offres. Parce que nous avons plusieurs candidats qui sont là. Nous ne leur demandons pas de venir nous offrir leurs offres gratuitement. Les gens sont là, ils ont de l'argent. Pouvez-vous imaginer, les gens dépensent 2 millions pour se retrouver dans la Méditerranée. Les gens dépensent 3 millions pour se retrouver dans la Méditerranée. S'ils trouvent des moyens légaux, pensez-vous qu'ils ne vont pas investir dedans? Nous disons à la communauté internationale et aux représentations diplomatiques de plaider auprès de leur pays pour mettre fin à ces mesures coercitives et répressives. L'année 2023, si vous voulez, 2022, si vous voyez les chiffres de l'immigration clandestine et des morts en 2022, vous allez voir qu'en 2023, c'était le double. Ça a doublé. Et cette année, ça continue pas à grimper. Ça veut dire que les mesures répressives et coercitives n'ont rien donné. Il faut changer. Si les gens ne veulent pas changer, en tout cas, demain, des dirigeants africains et des dirigeants occidentaux, que ce soit Europe, les États-Unis et autres, ils seront accusés de crimes contre l'humanité parce que les mesures mises en place ne favorisent pas, ne tiennent pas compte du respect des droits humains.
et c'est déplorable. Alors, avant de donner la possibilité à nos auditeurs sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, quels sont les risques auxquels s'exposent les migrants illégaux dans leur aventure? Je viens de le dire, ils sont torturés, ils travaillent et ils n'ont pas de rémunération. Des fois, ils sont considérés comme des criminels, ils sont dans les prisons et quand vous allez en Libye, on va vous emprisonner. Ils sont vendus comme esclaves. J'ai des contacts, ils ont été vendus à $3. Ils ont été vendus à $3. On vous prend, on vous vend à $3. On vous prend, on peut vous vendre, ok, prenez gratuitement. Je prends, permettez-moi de prendre ce téléphone, on vous vend. Donc quand les gens pensent que c'est une question d'aller et puis monter dans une pirogue de fortune et puis non, ce n'est pas comme ça. Vous allez passer par le désert. Et quand vous quittez le Niger pour la Libye, on vous met dans un pick-up, vous rentrez dedans et le monsieur démarre. Un monsieur qui démarre sa voiture avec arme à la main. Et s'il roule et vous tombez, vous allez rester là, il va partir. Et c'est un chemin de non-retour. Ils sont nombreux actuellement en Libye. Ils souhaitent retourner dans leur pays d'origine. Mais c'est des gens qui sont endettés jusqu'au cou. Le Malien dont je parle, sa maman a toujours envoyé de l'argent parce qu'il a été kidnappé, il a été vendu comme esclave. Maintenant, ces personnes, ils vont demander de rançon. Et on te dit, appelle ta maman, appelle tes parents. Si tu n'as pas de numéro, on va te torturer. Et il y a quelque chose comme plastique. On brûle ça, ça va commencer par tomber. Et toi, tu es dessous, ça tombe sur toi, ça te brûle. Et on filme, on envoie à tes parents. Si vous n'envoyez pas l'argent, il va mourir. Et ces trafiquants sèment souvent la terreur pour effrayer les autres migrants. Pour que si vous n'appelez pas vos parents, s'ils n'envoient pas de l'argent, voilà le sort qui vous sera réservé. Voilà comment vous serez traité. Et ces enfants sont obligés d'appeler leurs parents et leurs parents envoient de l'argent. Maintenant, conscient que tes parents ont déjà investi beaucoup dans dans ton voyage entre griffes, tu vas dire que revenir au pays pour faire quoi? Je préfère mourir que de revenir dans cette honte. Alors, l'immigration clandestine prend de l'ampleur en Afrique subsaharienne. Quelle doit être la responsabilité des États africains? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Vous avez maintenant la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais après la pause. L'immigration clandestine prend de l'ampleur en Afrique subsaharienne. Quelle doit être la responsabilité des États africains? C'est l'interrogation qui nous réunit ce matin. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons déjà un premier auditeur en ligne. Nana FM. Allô? Monsieur Gado, comment allez-vous? Bonjour, monsieur Gado. Tout ce qu'il dit, c'est vrai, parce que l'État américain avait dénoncé ça la bande des migrants en Libye là. Mais nous sommes d'État là. Ils sont courants, mais ils n'ont rien dit parce qu'ils sont responsables. Donc maintenant, je demande à l'unité, comment l'État doit faire pour arrêter cette immigration alimentaire? Merci, bonne journée. Merci. Pourtant, dans des terres fertiles, merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô, bonjour Norbert. Arma, comment allez-vous? Je me porte très bien. D'accord, allez-y, on vous écoute. Il faut dire que c'est vrai, nos États ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas responsables. Du moment où le système, comme l'a dit l'invité, le système éducatif est devenu caduc parce que difficile sont ceux qui arrivent à trouver des jobs. C'est vrai que nos gouvernements, un temps soit peu, prennent conscience et puis mettre en œuvre le côté employabilité. Mais j'aimerais poser la question à notre invité de savoir, on constate que dans certaines communautés, c'est la communauté même qui pousse les jeunes à partir, à faire l'immigration clandestine.
Est-ce que c'est vrai? Et qu'est-ce qu'ils font dans ce cas? Merci. Merci à vous aussi, Armand. Nana FM, allô? Bonjour, Papa Sibiti, comment allez-vous? Bonjour, Papa Sibiti. Si vous êtes un parent et on vous écoute ce matin, parce que l'original est que si vous avez fait des enfants qui soient adoptés, et malheureusement, ils sont obligés, malgré eux, d'aller à des foyers. Pourquoi? C'est quand on parlait de un chef d'État, encore le plus c'est parce qu'ils n'ont rien. Vous pouvez dire que c'est ça, c'est le temps. Vous venez de dire que bon, ils préfèrent ouvrir que de revenir. Est-ce qu'on est tous nos États-là, qui sont là, de concentrés, les chefs d'État. Est-ce que nos présidents, ils sont contents d'apprendre que leurs enfants vont mourir dans la Méditerranée, dans une grande conscience, avant que les maintenant les enfants, la publication, comment faire que les présidents de la République et la CBAO fassent pour que nos enfants restent, pour que les droits de mon enfant se battent. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Masdali de Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Bon, l'immigration clandestine. Je voudrais demander à votre invité comment est-ce qu'il arrive à recenser les partants, bien ceux qui sont partis pour l'immigration, mis à part l'exemple qu'il a donné d'une mère qui lui a fait appel dans son ONG. Deuxièmement, et pour ce qui est de l'immigration, normalement vous avez dit tout à l'heure que faites-vous pour décourager ce phénomène. Je vais vous dire tout de go, on ne peut pas décourager ce phénomène tant que nos gouvernants ne prennent pas à bras le corps le bien-être de leur population. Parce que nos gouvernants, leur population, c'est leur famille. C'est pas les gens de la nation. Et il faut faire. Moi, je suis en train de voir, peut-être que je vais choquer quelques-uns, les 3 pays de l'AES. Il faut commencer par faire comme eux. Pour mobiliser les ressources, les richesses du pays, pour le pays. Et en ce moment, on découragera les gens dans l'immigration. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nous avons un autre auditeur en ligne à l'FM. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Michel, comment allez-vous? Je vais bien. D'accord, allez-y, on vous écoute. Et bonjour à l'invité. Bonjour. Vous savez, parfois, c'est vraiment la mal au cœur quand on voit certaines images. Et comme l'ont su dire beaucoup de personnes, ce sont nos gouvernants qui se comportent comme des gens qui sont dans un champ. C'est-à-dire qu'ils s'en fichent pas mal. Parce que s'ils n'arrivent pas à dormir en voyant leurs propres citoyens moisir à ce point, je crois qu'ils devraient chercher à prendre des mesures idoines. Maintenant, pour pouvoir résoudre ce problème, il faut qu'on réadapte notre système éducatif. Cette histoire de doctorat, de maîtrise, du master, c'est moi qui suis là, de bureaucratie. Mais les gens sont toujours vaccinés par ce genre de situation-là. Mais tant qu'on valorisera le soudeur au bord de la route et on l'exposera avec des prix, vous allez voir que les gens vont commencer par réfléchir. Vous voyez, il y a de quelques jours, certaines images qui circulent là. On dit, bon, on fait un concours de mathématiques. Je me dis, mais à quoi ça sert tout ça là? Concours de mathématiques pour devenir quoi? Maintenant, vous verrez également les mêmes jeunes, certains qui sur les réseaux sociaux disent, ah, tout le Togo, qui a un nom, 1000 fois, ou Togo, il y a du boulot. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils encouragent les gens à aller à la mort, à
Alors que si 10 personnes vont dans cette immigration-là, c'est à peine un pays ou bien 10 personnes réussissent. Malheureusement, il n'y a pas de 10 personnes. Donc, c'est pour dire tout simplement que nos gouvernants ont dégradé complètement, alors que les pays existent parce que les hommes existent. Donc, c'est ça. Il faut aussi la responsabilité des jeunes qui doivent sensibiliser les jeunes, ceux qui ont fait l'expérience en mer et qui sont revenus, doivent partager des informations avec d'autres jeunes. Et ceci à travers les médias, parce que c'est par ça que les gens sont beaucoup plus informés. Merci. Merci. Bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Briand. Oui. Donc, allez-y, Monsieur Briand. Oui, alors, notre invité a tout expliqué et vous dites le chapeau. Merci. Ce que je vais ajouter à cela, à son explication, c'est-à-dire les causes de l'immigration clandestine, c'est que pendant longtemps, depuis la colonisation même, le système éducatif était basé sur l'enseignement de programmes des pays développés. Ce qui fait qu'on vantait les mérites de la réussite de l'industrie des pays européens et américains, nord-américains. Donc, du moment où on dit qu'il y a développement dans ces pays-là, et que chez nous, c'est la misère, tout ça là, ça ne peut pas pousser, même ceux qui ont le doctorat à l'immigration clandestine. Alors, les causes fondamentales sont liées à la mauvaise gouvernance, à la politique interne de chaque pays. Vous voyez un jeune qui veut entreprendre au Togo et qui veut un soutien financier, s'il n'a pas la couleur du parti au pouvoir, je vous dis qu'il ne serait pas le bienvenu. Vous savez, quand c'est comme ça, au moment où vous voulez installer votre entreprise et qu'on vous taxe, OPL vient, on fait tout finalement, le peu d'argent que vous avez, vous ne pouvez que penser à l'immigration. Ce qui fait que ce n'est pas seulement en Europe que les jeunes Togolais y vont, mais beaucoup de Togolais là sont au Gabon, en Guinée équatoriale, où ces pays-là, au moins, il y a le développement. Merci beaucoup. Alors, la question que moi je veux poser à notre invité, oui, allez-y. Il dit qu'effectivement, les familles soutiennent même certains de leurs enfants, certains de ces enfants à l'immigration. Mais que pense-t-il que ces familles-là peuvent faire si effectivement le développement, ou bien les gens qui sont en Europe, tout ça là, lorsqu'ils arrivent à envoyer quelque chose, c'est avec ça qu'ils nourrissent leurs enfants au pays. Est-ce qu'ils ont tort de le faire? Merci. Merci à vous aussi. Nana FM, allô? Oui, bonjour Nana FM. Bonjour. C'est Osseni, le message de l'amour. Monsieur Osseni, vous avez la parole. Bonjour à l'invité. Bonjour Osseni. Et moi-même, je suis un exemple. Moi, j'ai fait beaucoup d'aventures de pays en pays et j'ai traversé le désert en désert. C'est pas Maroc, Algérie, Sénégal, Italie, j'ai fait beaucoup de pays. Bon, moi, ce que moi j'ai à dire aux jeunes, que c'est bon l'immigration, mais ça ne peut jamais finir. Si tu 2 millions, 3 millions, tu peux laisser quelque chose chez toi, ici. Moi, c'est un conseil que j'ai à donner aux jeunes, surtout nous, les jeunes. Merci et bonne émission. Merci à vous aussi, monsieur Osseni. Nous prenons le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur Abaloson. Monsieur Abalo? Abaloson. Abaloson. Oui, depuis l'Algérie. Depuis? Oui. Mon avis, l'immigration est un phénomène qu'on ne peut pas stopper. C'est naturel. L'homme a toujours migré depuis la nuit des temps. Donc, ce qu'on doit faire, c'est que les gouvernements africains et européens doivent s'entendre pour officialiser les flux migratoires, pour que ce soit bénéfique pour tout le monde. L'Europe aujourd'hui a un déclin au niveau de la population. Ils savent que sans les Africains, leurs usines ne peuvent plus marcher. Ouais. Et maintenant, au niveau local africain, je pense qu'on doit cultiver la citoyenneté pour que les jeunes
ne pense plus que c'est ailleurs qu'il faut aller se développer, qui puisse avoir l'amour de la patrie pour travailler sur place, que les parents évitent de prendre des prêts ou vendre des terrains et envoyer leurs enfants à l'Occident. Moi, c'est mon point de vue. Merci beaucoup à M. Abaloson depuis l'Avier. Alors, on va commencer avec le tout dernier. Quand il pense que les gouvernants doivent s'entendre sur les flux migratoires, est-ce que vous pensez que si un jour ces pays européens acceptent que tous ceux qui sont candidats à l'immigration viennent, vous pensez que nos pays ne vont pas se dépeupler? Nos pays vont se développer un moment, mais bon, vous savez, le pays ne peut pas se dépeupler parce que aujourd'hui c'est interdit et c'est attirant. Tout ce qui est interdit attire. Vous savez, à la Convention panafricaine de la jeunesse, nous avons pris part à Nairobi. Nous avons discuté avec des éminentes personnalités africaines et nous avons plaidé pour la suppression du visa entre les pays africains. C'est inadmissible que les Africains soient clandestins sur leur propre continent. Et tous ceux dont nous venons de parler, tous ceux qui ont appelé, vous avez vu que ça ne concerne que l'Afrique. Les traitements cruels, inhumains et dégradants, la torture, tout ça là. Ce ne sont pas chez les Blancs que nos frères et sœurs qui quittent nos pays pour l'Occident, ce n'est pas chez les Blancs là qui sont torturés. C'est en Afrique, c'est en Algérie, c'est en Libye. C'est dans les pays africains que les Africains sont exploités comme des esclaves. Ça pose de sérieux problèmes. Et comme les gens le disent, vous savez, l'immigration, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. La colonisation même est une forme d'immigration. Voire même clandestine. Parce qu'on dit que l'immigration clandestine, c'est l'entrée illégale, sans avertissement, dans un autre pays. Est-ce que ceux qui pratiquaient la colonisation là, est-ce qu'ils nous avisaient avant de venir chez nous? Non. Donc l'immigration, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Et les dirigeants africains ont la responsabilité de mettre fin à ça. Quand ils vont travailler avec les dirigeants des autres pays, un partenariat gagnant-gagnant. Quand les gens finissent leurs études ici, on peut envoyer un lot là-bas qui va aller apprendre quelque chose et revenir construire le pays. Quand nous allons commencer par construire le pays, nous allons commencer par créer de l'emploi, les gens ne vont plus aller de l'autre côté. Alors, quand il y aura des politiques et des politiques saines en matière d'immigration, les gens iront, mais ils reviendront toujours. Mais c'est parce que c'est compliqué. Quand les gens vont là-bas, ils ne cherchent plus à revenir. Parce que quand tu vas revenir, pour retourner, ce serait difficile. La dernière question de M. Abaloson depuis l'Avier rejoint pratiquement celle de Briand, qui pense qu'aujourd'hui, les familles s'endettent pour envoyer leurs enfants parce que, bon, quand on est en Europe, on envoie quelque chose, ça compense une partie des charges de la famille. Bien sûr, mais ce n'est pas totalement vrai. Il y a des gens, vous savez, quand vous voyez certaines situations, vous allez en Italie, vous allez voir des endroits, vous allez vous demander, c'est Europe ça, c'est Italie ça. Les gens travaillent, ils gagnent peu d'argent. Vous avez vos frères, vos soeurs qui sont aujourd'hui en Europe, là. Ils prennent jusqu'à 50 € déplacement, aller-retour 100 €. Ils viennent en ville, juste pour prendre photo, et vous envoyer un peu d'argent et retourner dans leur bidonville. Vous allez voir, vous pensez que il est dans le luxe, il vit bien. C'est un parcours de combattant. Certains sont en Europe là-bas, ils ne vont jamais revenir. Peut-être parce que s'ils reviennent là, ils ne pourront plus repartir. La réalité, c'est tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Si vous n'allez pas de bon chemin, ça peut vous arranger un peu. Mais si vous passez par des chemins clandestins, c'est la croix à la bannière. C'est pourquoi les familles qui veulent envoyer leurs enfants à l'extérieur, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut le faire dans les règles de l'art. L'immigration clandestine n'a jamais été avantageuse. Si vous prenez 10 personnes, peut-être 2 vont réussir, peut-être c'est une personne qui va réussir. Alors, au CNI, le messager de l'amour, qui est un exemple palpable, qu'il a dit qu'il a travaillé dans... Au CNI, tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Au CNI a dit la vérité. S'il est au Togo actuellement, en train de nous appeler, c'est parce qu'il a vu que, ce chemin
ne mène nulle part. C'est la mort. Et il est revenu au pays. C'est un exemple. Et je conseille les auditeurs à mettre en pratique ces conseils. Parce que, mais ce qui est déplorable aussi, nos gouvernants doivent jouer un grand rôle. Quelqu'un a dit que pour commencer une activité, c'est l'hôtel, c'est tout ça là. Il faut aider les jeunes. C'est pourquoi nous parlons de l'entrepreneuriat et l'emploi. Oseni a dit, vous trouvez 3 millions, vous pouvez l'investir ici. Mais je connais des gens, nous avions formé des gens, ils ont commencé, ça n'a pas marché. Nous avons aidé les gens, nous avons formé les gens, ils ont commencé, ils sont en train de progresser, ils ont besoin de crédit pour valoriser ce qu'ils sont en train de faire. On leur demande du papier de terrain. Dans les microfinances, vous demandez du prêt, vous dépassez 1,5 million. Des fois même, vous voulez dépasser 1 million, on va commencer par vous demander du papier de terrain. Un jeune qui commence par exercer des activités, un jeune qui commence par entreprendre, s'il trouve un peu d'argent, ce terrain il va aller payer. Combien de terrain il va payer? Et s'il achète un terrain? Et s'il a une maison? Quelle sera la valeur de cette maison? Je sais ce qu'il vient hypothéquer pour prendre un crédit. Il faut encourager les jeunes. Des fois, nous nous battons ici en Afrique, nous prions dans les églises, mais on pense que c'est des démons, mais le démon n'est nulle part. C'est notre système, le système dans lequel nous sommes, c'est ça qui nous malmène comme ça. Vous allez prier pour les démons, alors que peut-être c'est votre banque qui est votre problème. C'est votre ministère de Finances qui est votre problème. Parce que si le gouvernement met en place des systèmes qui favorisent l'humain, qui favorisent le développement de l'humain, peut-être vous n'avez même pas besoin d'aller perdre votre temps pour prier. Vous avez demandé des crédits, on vous donne. Vous venez sur la route maintenant, il y a des accidents partout. Vous pensez que c'est parce que les gens ne savent pas conduire? Non, c'est parce que les gens sont stressés. Il y a des problèmes partout. Tout le monde crie dans ce pays. Alors, donc, c'est ce qui cause on n'a qu'à revoir les conditions. Un jeune qui commence par exercer, les microfinances doivent revoir leur manière de fonctionner. Vous avez accompagné quelqu'un, il a commencé par cotiser 500, il est arrivé à 1000 francs, 2000, 3000, 5000. Vous voyez que l'activité, ça marche, c'est pourquoi. Maintenant, il a besoin de crédit, il a besoin de 3 millions, 5 millions. Au lieu de l'accompagner avec des conseils, vous lui demandez des papiers de terrain. C'est quoi ça? Alors, M. Briand et puis Michel qui pensent qu'aujourd'hui, la cause même, c'est que nos enseignements, le curricula de formation est calqué sur l'exemple des pays développés. Et Michel qui propose qu'on réadapte le système éducatif à nos réalités. Il faut valoriser les métiers. Il ne faut pas que les gens... vous savez, ce qu'il a dit, c'est très vrai. Parce que dans le système du passé, j'ai dit, vous devez savoir parler la langue des Blancs. Quand vous parlez la langue, vous avez fait CP1, CP2 jusqu'à arriver en CM2 ou CM1, vous allez constater que vous avez une manière et vous avez une compréhension facile des choses. Donc, on peut vous nommer à des postes de responsabilité. C'était ça. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Nous devons aller vers le développement. Vous avez au Togo ici, les agronomes sont dans les bureaux à Lomé. Vous allez dans les vous allez les voir là-bas. Agronomie, là, c'est dans les bureaux. Vous avez les agronomes qui sont sur Z. Il dit que je fais Z parce que j'ai fait agronomie, je n'ai pas trouvé. Tu veux trouver du travail où? Il faut aller, va sur le terrain. Donc, il faut valoriser les métiers. Cette histoire d'études, et il a parlé de concours de mathématiques. Les mathématiques que nous avons fait à l'école, moi, je pense que c'était une perte du temps. Ici, moi, j'ai un fois tout ça là. Moi, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais exactement avec ça? Il faut nous orienter vers la pratique. Quelqu'un qui sait parler, qui peut s'exprimer en français, ou bien qui peut s'exprimer en éveil, on nous dit que l'intellectuel, c'est celui qui sait parler en français. C'est faux. Nos grands-parents, ils n'avaient pas fait de grandes études, mais ils ont construit des routes qui ont résisté pendant des années. Nos grands-parents n'avaient pas fait de grandes études, mais ils ont fait des exploits. Et quelqu'un là a bien parlé de ça. Au lieu de nous parler de ces exploits, on nous parle de Mangiran, des trucs là. Et on nous dit que le Togo est un petit pays qui pratique une agriculture de subsistance. Comment un enfant peut accepter faire de l'agriculture quand on dit que l'agriculture c'est tout un problème, c'est comme de la torture? Comment l'enfant peut accepter travailler dans le champ? Mas Dadido Gomé qui vous demande comment recensez-vous les partants ou ceux qui partent? Est-ce que c'est seulement sur la base des appels des familles ou bien vous avez... Le problème c'est que j'ai parlé d'un cas malien. Maintenant je vais parler d'un cas togolais. Un Togolais était venu me voir en 2020 que voilà, je souhaite partir. Trouvez-moi quelqu'un qui va m'aider. J'ai dit que non.
il n'y a pas d'opportunité pour le moment. Moi, je ne maîtrise rien dans le domaine de comment aider, remplir quelque chose pour aider quelqu'un à aller à l'ambassade pour obtenir. Moi, je n'en sais rien de tout ça. Ce n'est pas mon job. Ce sont les cabinets d'immigration, ceux qui sont compétents de donner, qui viennent voir que voilà, nous avons telle opportunité. Est-ce que vous avez des candidats? On dit ok, nous avons quelqu'un. Il est venu me voir et dit qu'il n'y en a pas. Patientez. Dès qu'il y aura quelque chose, je vais vous appeler. Il est parti voir quelqu'un. Après, il a dit non, on va t'aider, on va t'aider. Ils ont fait quelque chose. Il a réussi à obtenir un truc pour aller au Brésil. Il a dépensé 3 millions pour aller au Brésil. Il a payé 3 millions à personne. Maintenant, plus les frais de... Il n'y a pas les frais de billets dedans. Maintenant, il a dépensé tout ça, arrivé au Brésil maintenant. Puis il s'est présenté avec une carte de résidence. L'agent lui pose des questions en portugais. Le Togolais, mon frère, n'arrive pas à répondre. Comment vous pouvez avoir une carte de résidence brésilienne et vous ne pouvez même pas comprendre certaines choses, c'est-à-dire le b.a.-ba de la langue portugaise. Si vous avez une carte de ça, veut dire que vous avez vécu ici, parce que l'agent qui a l'immigration connaît les règles. Et c'est là les investigations ont commencé à dire, monsieur, vous devez retourner dans votre pays. Il a été retourné au Maroc. Et de là maintenant, il a appelé ses parents ont envoyé l'argent, il est revenu. Mais attention, il n'est pas revenu au Togo. Actuellement, il est au Ghana. Donc, comment nous recensons? Ce sont ceux qui viennent vers nous. Des fois, on les conseille, ils n'acceptent pas. Quand ils rencontrent maintenant le diable sur le chemin, ils reviennent encore vers nous. Et nous travaillons aussi avec d'autres partenaires qui sont sur le terrain, c'est-à-dire en Libye et en Algérie et autres. Alors maintenant, en 30 secondes, quelle doit être la responsabilité des États africains, comme l'a demandé M. Gado et puis Armand et Papa Sibiki? Il faut promouvoir le développement de l'humain. Et les États africains doivent d'abord supprimer les visas. Parce que l'Afrique, c'est un continent et nous sommes tous des Africains. Nous ne pouvons pas être clandestins sur notre propre territoire. Si nous disons ça, ce n'est pas parce que nous voulons aller dans le pays de quelqu'un, mais si je suis au Togo et que moi je sais laver des motos, mais au Ghana il n'y a pas de moto, mais il y a quelques motos, je peux aller créer une activité là-bas, activité de lavage de moto, et je vais embaucher des gens. Ça va favoriser le développement. Quand je vais créer mon business plan, quand je vais commencer par penser business, je ne vais pas penser 8 millions d'habitants, je vais penser Afrique. Ce qui va me permettre d'élargir mes activités et ça va favoriser le développement. On parle aujourd'hui des Zéleka. Comment Zéleka peut fonctionner avec toutes ces frontières que nous avons? Ça ne peut jamais fonctionner. Nous avons de bonnes idées. Si vous prenez l'agenda 2063 de l'Union africaine, c'est rempli de bonnes idées, c'est rempli de trucs très intéressants, mais ça ne n'ira nulle part parce que nous ne mettons pas l'acte à la parole. Nous sommes dans les théories et ça doit cesser si nous voulons avancer. Nous disons merci à Bright Fiagan, le président du Conseil international pour l'immigration, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Merci également à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Merci à Nestor Glo pour la mise en onde. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.